Cachés sous les collines tranquilles de l'Europe se trouvent dans de longs bunkers de la Seconde Guerre mondiale oubliés, scellés par la guerre et repris par la nature. Mais maintenant, ils sont en train d'être découverts. Oh mon Dieu, c'est une entrée. Au repère du loup d'Hitler, le frisson ne venait pas de l'air, mais de ce que l'histoire a laissé derrière elle. Si c'est un complexe militaire protégeant Adolf Hitler, vous vous attendez à trouver une sécurité comme celle-ci. Des ruines de la chancellerie du Reich aux forteresses souterraines intactes, ces lieux résonnent avec des murmures étranges, presque féeriques, du passé. Quels autres secrets dorment encore dans l'ombre? Entrons enfin dans le bunker de la Seconde Guerre mondiale, longtemps perdu, qui vient d'être découvert. Poste de service permanent. Mince, il y a d'énormes systèmes de communication en place. Numéro 1. Refuge anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale à Canford Cliffs. Plonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas réservé aux amateurs de manuels scolaires. C'est comme ouvrir une capsule temporelle pleine de secrets poussiéreux, d'histoires étranges et de moments qui vous font dire « Attendez, cela s'est vraiment produit ?» Si jamais vous vous retrouvez à errer dans les coins tranquilles du Dorset et du Hampshire au Royaume-Uni, vous marchez en réalité sur des terres qui vibraient autrefois de la tension et de la résilience de la Grande-Bretagne en temps de guerre. L'une des découvertes les plus surprenantes dans cette région, un refuge anti-aérien oublié caché à Canford Cliffs. Oui, juste entre Bournemouth et Poole. Et tenez-vous bien, il se cache à la vue de tous. Ce morceau d'histoire de la Seconde Guerre mondiale est littéralement à côté d'une aire de jeu dans un quartier ordinaire. Imaginez pousser votre enfant sur une balançoire tout en étant à quelques mètres d'un tunnel qui a autrefois sauvé des vies. À première vue, cela ressemble à un mur en béton bas, probablement conçu pour arrêter les inondations. Mais entrez à l'intérieur et vous vous retrouvez soudain dans un petit passage étroit qui s'ouvre sur une chambre avec 3 rangées de bancs serrés contre les murs. C'est compact, un peu étrange, et pouvait accueillir entre 60 et 80 personnes à l'époque. Ce n'était pas du luxe, c'était une question de survie. Un endroit où les voisins tenaient des radios, les enfants s'accrochaient à des ours en peluche, et tout le monde espérait simplement que les bombes ne tombent pas trop près. Et les bombes, elles arrivèrent souvent. Bournemouth a été frappé par environ 50 bombardements pendant la guerre. Plus de 2000 bombes sont tombées, transformant des parties de la ville en décombres. Ce petit refuge de Canford Cliffs a probablement connu plus d'actions que n'importe quel livre d'histoire ne le racontera jamais. Les sirènes hurlaient au-dessus et les gens affluaient, attendant que le cauchemar passe. Pour vous donner une idée de la réalité du danger, un hôtel situé à seulement 160 mètres du refuge a été complètement anéanti par une bombe allemande. C'est à peine 2 terrains de football. Il y a aussi un puissant souvenir local lié à cet endroit. Un reportage a rappelé l'histoire d'un garçon qui vivait autrefois à proximité. Son école a été bombardée pendant la nuit, aplatie. Mais au lieu de s'effondrer, lui et ses camarades de classe ont fait ce que les enfants font le mieux. Ils ont transformé les décombres en chasse au trésor, collectant des morceaux d'avions allemands, Messerschmitt tombés comme de curieux souvenirs du chaos. On peut presque les imaginer assis dans ce même refuge, les genoux contre la poitrine, attendant le feu vert. Aujourd'hui, ce bunker oublié est plus que de vieilles briques et des bancs. C'est un témoin silencieux d'une époque terrifiante, un morceau d'histoire qui en dit long, si vous savez où regarder. Et en parlant d'histoire cachée, nous n'avons fait qu'effleurer la surface, car plus tard dans cet épisode, nous mettrons au jour le bunker perdu de la Seconde Guerre mondiale qui renverse tout ce que vous pensiez savoir. Numéro 2. Bunker Egalbo 502. Quelque part en Pologne, niché entre les paysages calmes d'aujourd'hui et le chaos d'hier, se trouve un reliquat en béton qui a vieilli comme un décor de film de guerre laissé en pause. Construit en 1939 dans le cadre du mur poméranien de l'Allemagne, essentiellement leur version d'un panneau d'interdiction massive, c'était l'un des nombreux bunkers destinés à protéger les frontières de la Prusse orientale. Mais contrairement à la plupart des ruines de guerre qui ressemblent maintenant à des tas de mousse, celui-ci est étrangement bien conservé. Pensez moins à une épave post-apocalyptique et plus à une capsule temporelle avec des murs qui pourraient encore gagner un combat de poing. Entrez à l'intérieur et vous trouverez des caractéristiques d'époque encore intactes, d'une coupole d'observation ultra rare à un système d'entrée avec verrou à gaz, qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une salle d'évasion de la guerre froide. Pendant des années, cet endroit a été caché sous des couches de terre et d'histoires oubliées, comme un reliquat poussiéreux dans le grenier de grand-mère. Grâce à ces passionnés de préservation, le bunker est désormais ouvert au public.
Et ce n'est pas juste une coquille vide. Une salle a été soigneusement restaurée pour ressembler exactement à ce qu'elle était pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'une autre vous offre une expérience multimédia complète, lumière, son et juste assez d'atmosphère pour vous donner des frissons. À proximité, il y a même un mini-bunker avec un nid de mitrailleuse, car apparemment, un bunker ne suffisait pas pour ce buffet d'histoire. Alors que d'autres bunkers, Regalbo 500, 102, ont été perdus sous les bulldozers et les nouveaux condos, celui-ci se dresse fièrement et de manière effrayante, comme un rare survivant de son époque. Numéro 3. Bunker BS 3 Pasica. Que se passe-t-il quand on mélange la paranoïa de la guerre froide, le béton et des décennies de silence? Un bunker fantomatique, figé dans le temps. Quelque part dans les bois près de Bratislava, il y a un bunker qui ressemble à un militaire ayant pris sa retraite trop tôt et ayant décidé de devenir une installation artistique couverte de mousse. Il se préparait autrefois à la guerre, maintenant il attend juste les touristes avec des lampes de poche et de la curiosité. Construit entre le milieu des années 1930, à une époque où les films en noir et blanc étaient encore à la mode et que le monde se dirigeait lentement vers le chaos, ce morceau d'ingénierie militaire tchécoslovaque était conçu pour être un gardien de première ligne. Ce n'était pas juste un bunker, c'était une partie d'une stratégie défensive entière destinée à protéger la frontière avec l'Autriche, juste au moment où l'ombre de l'Allemagne nazie commençait à s'étendre sur le continent. Imaginez une coquille de tortue en béton, armée jusqu'aux dents, dotée de 21 soldats, prête à faire face à l'impensable. À l'époque, ce bunker était chargé de mitrailleuses lourdes et avait une mission, tenir la ligne. C'était l'un des nombreux dans une chaîne fortifiée, comme une rangée de dominos qui, heureusement, n'a jamais été poussée. Certains de ces bunkers ont depuis été rénovés et transformés en musées, mais pas le BS3. Celui-ci a été laissé au temps, à la mousse et à mère nature. Aujourd'hui, c'est un fantôme dans les bois. Ces murs en béton sont fissurés comme un vieux trottoir après trop d'hiver, et la forêt l'a complètement réclamé. La vigne s'infiltre, les racines percent, les arbres poussent autour de lui comme s'ils avaient entamé toujours été là pour veiller. Y accéder, ce n'est pas exactement une promenade du dimanche. Le trajet ressemble à une mini-quête. Vous commencez près du pont La Francona, puis suivez un sentier de randonnée longue distance jusqu'à ce que vous passiez en mode explorateur et coupiez dans les bois. Il n'y a pas de panneau, pas de direction, juste vous, les arbres et un chemin qui peut ou non encore exister. En chemin, si vous êtes chanceux ou persévérant, vous tomberez sur d'autres bunkers, abandonnés comme le BS de Molda, des cousins en ruine du BS3, qui formaient autrefois un réseau de défense soudé. Le plus étrange ? Aucun de ces bunkers n'a jamais eu l'occasion de faire ce pourquoi ils avaient été construits. La guerre qu'ils étaient censés affronter les a complètement évités. Tout ce béton et cette préparation, jamais testés, jamais utilisés dans la colère. Maintenant, le BS3 reste là, respirant doucement à travers les fissures du béton, imbibé de silence. Forteresse Hanstholm. Éparpillée comme des pièces d'échecs oubliées, le long de la côte accidentée du nord du Danemark, plus de 450 bunkers sont enterrés dans des dunes de sable et émergent de la terre balayée par le vent. Ce n'est pas juste un cimetière de reliques de guerre aléatoires. Numéro 4. Forteresse Hanstholm, autrefois un puissant bastion du tristement célèbre mur de l'Atlantique de l'Allemagne nazie. Au début des années 1940, les nazis ne construisaient pas seulement pour se défendre, ils construisaient pour intimider. Et Hanstholm, c'était l'un de leurs joyaux. Cette bête côtière a été conçue pour contrôler le vital détroit de Skagerrak, la porte d'entrée entre la mer du Nord et la mer Baltique. En gros, si les navires alliés voulaient prendre les passer, ils devaient devoir se faufiler entre le Danemark et la Norvège, juste dans la gueule de Hanstholm et de son site sœur, la forteresse Vara de l'autre côté de l'Eau. Armée de 4 gigantesques canons de 38 cm, le même type que celui que vous trouveriez sur un cuirassé allemand, cette forteresse pouvait lancer des obus de la taille de petites voitures sur des kilomètres de mer ouverte. Ce n'était pas seulement la puissance de feu qui rendait cet endroit terrifiant, c'était une véritable ville militaire. La construction a commencé en 1942, et alors que la guerre se prolongeait, Hanstholm est devenu l'un des endroits les plus fortifiés de tout le Danemark. Nous parlons de lance-roquettes, de batteries anti-aériennes et d'un labyrinthe de bunkers souterrains si profonds et étendus qu'ils avaient leur propre système ferroviaire pour transporter les munitions du stockage au canon. Certains bunkers étaient eux-mêmes armés de mortiers automatiques M19,
des machines mortelles capables de cracher 120 coups par minute. Si vous essayez d'y débarquer des troupes, bonne chance. Cela aurait été comme assaillir un nid de frelons en béton. Avancez jusqu'à aujourd'hui, et Hansholm est coincé quelque part entre le passé et le présent. Certaines parties de la forteresse ont été nettoyées et transformées en musées, où les visiteurs peuvent traverser des bunkers d'origine et voir de l'équipement de guerre préservé presque trop parfaitement. Numéro 5. Bunker Valentin. Le bunker Valentin n'est pas juste un morceau de béton laissé à l'abandon. C'est l'une des capsules temporelles les plus glaçantes de l'ambition de guerre de l'Allemagne nazie, projetant encore son ombre sur les rives de la rivière Weser. À première vue, cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un jeu vidéo post-apocalyptique. Massif, fissuré et étrangement silencieux. Mais si vous enlevez les couches Budritsandve, vous découvrirez un héritage sombre, construit sur le désespoir, la domination et des milliers de vies volées. Construit entre 1943 et 1945, ce colossal chantier naval de sous-marins était destiné à produire en masse les célèbres sous-marins de type 21, des sous-marins high-tech qui auraient pu changer la donne dans la bataille de l'Atlantique. Ce n'étaient pas vos sous-marins ordinaires. Ils étaient censés passer inaperçus à travers les patrouilles alliées comme des fantômes, coupant les lignes d'approvisionnement critiques et prolongeant encore plus la guerre. Et l'échelle ? Absolument époustouflante. Nous parlons de 426 mètres de long, près de 100 mètres de large, avec des murs de plus de 4 mètres et demi d'épaisseur, plus épais que certains immeubles modernes. À l'époque, c'était le plus grand bunker autonome d'Allemagne, une mégastructure qui ressemblait plus à une forteresse en béton qu'à une usine. Mais pour toute sa force brute, aucun sous-marin n'est jamais sorti de sa chaîne de production. C'est parce que l'histoire derrière Valentin n'est pas seulement celle de la puissance militaire, c'est celle d'une immense souffrance humaine. La construction était alimentée par le travail forcé et plus de 12 000 personnes, y compris des prisonniers de guerre, des civils et des détenus de camps de concentration, ont été poussés à bout. Ces hommes ont été travaillés jusqu'à la mort dans des conditions cauchemardesques, avec des rations de famine, des températures glaciales, des punitions brutales et aucun soin médical. On estime que 1600 d'entre eux sont morts avant même que l'endroit ne soit terminé. En avril 1945, juste au moment où les Alliés se rapprochaient, des bombardiers britanniques ont déchaîné l'enfer sur le site, perçant un trou dans la structure inachevée. La guerre s'est terminée avant qu'un seul sous-marin puisse être lancé, et le projet, comme tant de grandes visions d'Hitler, s'est effondré sous le poids de sa propre cruauté. Après la guerre, les responsables ont débattu de ce qu'il fallait faire avec ce géant en béton. Faire exploser le bunker a été envisagé, mais sa taille énorme et sa proximité avec des habitations rendaient en cela beaucoup trop risqué. Imaginez lâcher un rocher de mégatonnes au milieu d'un quartier. Ainsi, les Alliés l'ont utilisé pour des tests de bombes, et dans les années 1960, la marine allemande a brièvement réutilisé certaines sections pour le stockage. Ce n'est qu'en 2010 que le site a enfin pris une nouvelle mission, celle du souvenir. Aujourd'hui, le bunker Valentin est un mémorial public, avec un chemin de marche d'1,5 km serpentant à travers ses vestiges usés par le temps. En chemin, les visiteurs rencontrent 25 stations historiques présentant des photographies puissantes, des témoignages glaçants de survivants et des expositions immersives qui donnent vie au passé brutal du bunker. Numéro 6. La batterie Oldenburg. Elles ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction dystopique. 2 énormes dalles de béton s'élevant de la côte française, cachant des secrets d'une guerre qui a failli déchirer le monde. Juste à l'est de Calais, s'élevant de la côte française comme une paire de géants en béton, se trouve l'un des souvenirs les plus intimidants du mur de l'Atlantique d'Hitler. Cela s'appelle la batterie Oldenburg, mais les habitants l'appellent souvent l'Oulan rouge. Ce bunker d'artillerie massif a été construit en 1940 dans le cadre de l'opération Lion de mer, le plan ambitieux et finalement abandonné de l'Allemagne pour envahir la Grande-Bretagne. Au départ, le dispositif était assez basique. 2 énormes canons, fabriqués en Russie, juste posés sur des montures en plein air, exposés aux éléments comme des barbecues de jardin, mais bien plus mortels. En 1942, les Allemands ont décidé de monter en puissance. Ils ont enfermé les canons dans des casemates en béton épais et renforcés, les transformant en bunkers semblables à des forteresses que vous pouvez encore traverser aujourd'hui. Chacun mesure un impressionnant 35 mètres de long et s'élève à 15 mètres de hauteur.
En gros, imaginez empiler 5 girafes, les unes sur les autres, et ajouter un manteau de ciment. Ces monstres n'ont pas été placés au hasard non plus. Leur emplacement a été soigneusement calculé pour couvrir une large portion du détroit de Douvres, une étendue de mer si âprement contestée pendant la guerre qu'elle a gagné le surnom de coin de feu. C'était comme l'autobahn de l'artillerie, avec des obus volant si souvent que vous penseriez que c'était l'heure de pointe de l'apocalypse. Maintenant, les canons eux-mêmes avaient une histoire digne d'un film de guerre. Capturés à l'origine des Russes pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été remis en état, réajustés de 255 mm à 240 mm, et ont reçu un relooking allemand par les gens de Krupp, le même géant industriel derrière de nombreuses machines de guerre du Reich. Chaque canon pouvait lancer un obus de 150 kg à près de 30 km. C'est comme lancer un piano d'une ville à une autre. Bien que ces canons ne puissent pas tout à fait atteindre le continent anglais, comme certaines des batteries plus grandes, ils ont joué un rôle crucial dans la protection des voies de navigation de l'Axe et ont terrifié quiconque naviguant à proximité. Mais voici le twist. Ces bunkers n'étaient pas seulement une question de force brute. C'était des mini-villes avec des casernes, des dépôts de munitions et même un hôpital qui était étrangement décoré de fresques peintes. Une thérapie artistique peut-être pour des soldats piégés dans le béton. En 1944, toute cette puissance de feu s'est révélée complètement inutile. Avec les canons tournés vers la mer, les Allemands ont été pris par surprise par une attaque de l'intérieur des terres. Lorsque la 3e division canadienne est entrée en force à Calais, les défenses de la batterie auraient aussi bien pu être en fromage suisse. Aujourd'hui, ces structures massives dominent toujours la côte, figées dans le temps comme des sentinelles oubliées. Numéro 7. La base sous-marine de Saint-Nazaire. Imaginez un monstre en béton assez grand pour abriter des sous-marins, des boulangeries et même un hôpital. Bienvenue à la base sous-marine de Saint-Nazaire. Nichée le long de la côte atlantique française, cette bête a été construite par l'Allemagne nazie lors d'une course effrénée de 16 mois entre 1941 et 1942. Pensez-y comme une chambre de panique industrielle pour les U-boats. C'est énorme. On parle de plus de 300 mètres de long, 130 mètres de large et aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Si vous aligniez 5 terrains de football côte à côte, vous commenceriez à comprendre. Et le toit. C'est comme un blindage pour une forteresse, presque 10 mètres d'épaisseur, fait de béton, de granit et de poutres en acier. La base avait 14 cales de sous-marins, les 8 premières fonctionnant comme des docks secs où les équipages de U-boats allemands pouvaient entretenir leurs prédateurs sous-marins. Mais ce n'était pas juste un garage géant pour machines de guerre, c'était une ville flottante. À l'intérieur, il y avait des ateliers, des dépôts de munitions, des dortoirs, un hôpital, des restaurants et même des boulangeries, car apparemment, on ne peut pas partir en guerre sans pain frais. En 1943, un système de verrouillage fortifié a été ajouté pour aider les sous-marins à se déplacer en toute sécurité entre la base et la Loire, tout en évitant les tirs ennemis. L'ensemble du lieu était hérissé de canons anti-aériens, de nids de mitrailleuses et de mortiers. C'était comme un porc-épic en béton, pratiquement intouchable depuis les airs. Et pourtant, malgré toute cette puissance, l'étendue totale de son arsenal reste encore un peu mystérieuse. Certains disent donc qu'il aurait pu servir de force de défense pour une petite ville. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Et la base sous-marine de Saint-Nazaire est toujours là, massive, silencieuse et inquiétante. Les visiteurs peuvent désormais explorer ces couloirs résonnants, entrer dans ces cales de sous-marins étranges, et même monter sur le toit pour avoir une vue dégagée sur le port et l'estuaire. Numéro 8. Bunker de Calais. Perchée sur les falaises balayées par le vent de Cap Grinet en France, cette massive batterie d'artillerie côtière n'est pas juste un bunker, c'est un vestige de niveau boss de la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1942 par l'infâme organisation Tau, cette bête faisait partie du soi-disant mur de l'Atlantique d'Hitler, une ligne de défense destinée à tenir à distance les forces alliées. Au cœur du site, 4 énormes canons construits par Krupp, chacun mesurant un incroyable 380 mm. En gros, ils étaient les lance-roquettes de leur temps. Ces monstres pouvaient-ils tirer des obus à plus de 55 km, assez loin pour atteindre l'autre côté de la Manche. C'est comme donner un coup de poing à travers la mer. Chaque canon était niché à l'intérieur d'une forteresse en béton, avec des murs et des toits de plus de 3 mètres d'épaisseur. C'est à peu près la hauteur d'une maison de plain-pied. Les avions alliés ont essayé de le bombarder pour le soumettre,
Mais l'endroit était essentiellement la version de guerre d'un char. Il a fallu aux forces canadiennes jusqu'à fin septembre 1944 pour finalement prendre le contrôle du site après une attaque au sol complète. Nommée à l'origine Siegfried, la batterie a été rebaptisée en l'honneur de Fritz Stout, l'ingénieur de prédilection d'Hitler et le maître d'œuvre de la plupart des machines de guerre nazies. L'importance du site n'était pas seulement symbolique, elle était stratégique. Les canons tirèrent jusqu'à une douzaine de fois par jour, frappant les navires alliés et les cibles côtières. Mais voici la partie folle. L'ensemble de l'installation était décoré d'un camouflage de niveau supérieur. On parle de fosses fermes, d'arbres peints et de déguisements astucieux qui lui permettaient de se fondre dans le paysage. Même Hitler, Rommel et Göring sont venus faire un tour, juste pour vous donner une idée de la manière dont ils prenaient cet endroit au sérieux. De nos jours, l'une des énormes casemates en béton a été transformée en musée du mur de l'Atlantique, un musée qui plonge profondément dans l'histoire déchirée par la guerre du site. Parmi les points forts, un rare canon ferroviaire K5, des artefacts de guerre et des systèmes de bunkers d'origine que vous pouvez encore explorer. Vous verrez même de vieilles voies sans ferrées autrefois utilisées pour transporter des munitions lourdes. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent errer à travers les ruines hantées, jeter un œil sur la Manche depuis son point de vue panoramique et ressentir un frisson de l'importance que l'Allemagne nazie accordait à la défense de son territoire. Numéro 9. Bunker de la chancellerie du Reich. Le bunker de la chancellerie du Reich, mieux connu sous le nom de Führerbunker, est comme le refuge ultime qui n'a pas pu échapper à son destin sinistre. Cachée profondément sous la grande chancellerie du Reich à Berlin, cette forteresse souterraine était l'endroit où Hitler et son cercle intérieur ont fait leur dernier combat durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas été construit du jour au lendemain. Le bunker a commencé sa vie en 1936 en tant que Führerbunker, puis a été agrandi en un repère souterrain beaucoup plus grand en 1944. Pensez-y comme si l'on ajoutait des niveaux à un sous-sol super sécurisé lorsque les choses commencent à mal tourner. En janvier 1945, alors que les forces soviétiques fermaient déjà l'étau sur Berlin, cet endroit est devenu le dernier refuge des nazis. Enfoui à 28 pieds pans sous terre, il comportait 17 pièces renforcées, y compris les quartiers personnels d'Hitler, des salles de conférence et même un système de ventilation conçu pour survivre aux bombardements alliés. Mais aucune mesure de sécurité ne pouvait cacher la vérité. Hitler et son équipe étaient acculés. Le bunker ressemblait à un mélange étrange de luxe et de désespoir. Des tapis coûteux, des œuvres d'art du Reich et le portrait prisé d'Hitler de Frédéric le Grand décoraient les couloirs ternes, mais l'atmosphère était tout sauf calme. C'était comme vivre dans un manoir que tout le monde savait qu'il allait s'effondrer. Le 30 avril 1945, alors que les forces soviétiques approchaient, Hitler et Eva Braun ont mis fin à leur jour dans ces murs. Joseph Goebbels et sa famille ont suivi le lendemain. Après la guerre, la chancellerie a été détruite par les forces soviétiques et le bunker a été essentiellement enterré. L'Allemagne ne voulait aucun rappel de ce chapitre sombre, alors il a été laissé sans marque jusqu'en 2006, lorsqu'une petite plaque discrète a été placée sur le site, maintenant juste un parking ordinaire. Numéro 10. Le bunker top secret de Kemmel. Quelque part sous une maison ordinaire à Kemmel, en Belgique, se trouve un vestige de la guerre froide. Vous ne le devineriez jamais en surface, mais sous ce coin tranquille de terre se cache l'une des installations militaires les plus secrètes d'Europe de l'Ouest, un bunker de commandement souterrain qui était autrefois préparé pour diriger les défenses si la guerre froide devenait chaude. Construit entre 1952 et 1956, cette forteresse cachée était comme le cerveau du système de défense aérienne de l'Europe de l'Ouest, prête à entrer en action si les soviétiques faisaient un mouvement. Les habitants murmuraient à propos de quelque chose de bizarre dans la région, des camions militaires errants, des patrouilles de sécurité aléatoires, mais le véritable but du site était enfoui sous des décennies de classification. Et enfoui est le mot juste. Cette bête repose à 15 mètres sous terre, enfermée dans des murs d'une épaisseur de 2 mètres et enveloppée dans une cage de Faraday en cuivre pour bloquer les ondes électromagnétiques. En gros, c'était la version militaire d'un chapeau en papier d'aluminium, mais vous savez, de la taille d'un entrepôt. Le bunker mesurait environ 30 par 30 mètres, assez grand pour abriter un centre de commandement pleinement opérationnel.
À l'origine, il était censé travailler main dans la main avec des stations radars dans des endroits comme Saint-Hubert et Glance, aidant à coordonner la défense de l'Europe. Mais les plans ont changé lorsque l'OTAN a centralisé ses opérations aériennes ailleurs et le bunker de Kemmel a reçu une mission légèrement différente, devenir le poste de commandement top secret de la Belgique pendant la guerre. Dans les années 1960, le bunker a eu une seconde vie. Jusqu'à 600 personnes et encore y travaillaient en rotation, s'entraînant pour des scénarios de fin du monde nucléaire. C'était comme un emploi de bureau post-apocalyptique, sans pause café. Au cœur de tout cela se trouvait une salle d'opération à 2 niveaux, équipée de cartes allant du sol au plafond et bordée de bureaux pour les stratèges militaires qui planifiaient chaque horrible scénario que la guerre froide pouvait leur réserver. L'électricité ? Couvert. Le bunker avait des générateurs diesel pour l'électricité de secours, des lignes téléphoniques souterraines et suffisamment d'infrastructures pour maintenir les opérations si le monde extérieur s'éteignait. Si ce bunker était un décor de film, ce serait un croisement entre Docteur Folamour et Mission Impossible, sans Tom Cruise suspendu au plafond. Même après que la guerre froide se soit calmée, l'endroit est resté secret. Ce n'est qu'en 2010 que le bunker a été restauré et ouvert comme musée. Maintenant, les visiteurs curieux peuvent descendre dans ses profondeurs et explorer les salles de commandement préservées, l'équipement poussiéreux de l'ère de la guerre froide et des cartes hantées figées dans le temps. Mais même avec le site maintenant, ouvert au public, il y a toujours une atmosphère de mystère. Les gens se demandent si quelque chose comme ça a été caché pendant des décennies juste sous un village belge tranquille, que pourrait-il encore y avoir sous nos pieds ? Et juste pour que vous le sachiez, nous n'avons pas encore fini. Si vous pensez que ce bunker est fou, attendez de voir plus tard dans l'épisode, car nous allons de nouveau sous terre pour un site de la Seconde Guerre mondiale, longtemps perdu. Numéro 11. Bunker de la Seconde Guerre mondiale perdu. Cela a commencé comme une fouille de routine, jusqu'à ce qu'un morceau de crâne jaillisse de la terre et que tout change. Au cœur des forêts tranquilles de Pologne, où la nature a lentement repris ses droits, une équipe d'archéologues vient de tomber sur quelque chose de glaçant et totalement inattendu. En explorant les ruines de la Tzadin de la Tanière du Loup, le quartier général de la ligne de front et d'Adolf Hitler, les chercheurs ont découvert un secret qui les a figés. Juste sous ce qui était autrefois le bunker privé du leader nazi Hermann Göring, ils ont trouvé 5 squelettes. Et voici la partie troublante. Aucun d'eux n'avait de main ni de pied. Les os appartenaient en tas à 3 adultes, un adolescent et même un nouveau-né, tous étendus face à la même direction. Pas de vêtements, pas d'objets personnels. Comme une glaçante enquête criminelle de la vie réelle enfouie juste sous la surface. L'équipe ne cherchait même pas des corps. Ils essayaient juste de trouver un ancien revêtement de sol, comme si vous retiriez le tapis de votre grand-mère et découvriez une scène de crime en dessous. Mais juste 10 centimètres plus bas, boum, un morceau de crâne. Et au fur et à mesure qu'ils continuaient à creuser, d'autres fragments, du bois brûlé, une clé en métal, puis des squelettes entiers. Soudain, la tanière du loup n'était plus juste un morceau de l'histoire en ruine. Elle cachait un cauchemar qui était resté sous terre pendant des décennies. Maintenant, la grande question. Que s'est-il passé ici ? Certains experts disent mais que les mains et les pieds manquants pourraient être dus à la décomposition des corps au fil du temps. D'autres pensent que cela semble beaucoup plus intentionnel. Quoi qu'il en soit, quelque chose de sérieusement sombre s'est produit. Les enquêteurs effectuent là maintenant des tests d'analyse judiciaire pour déterminer si ces personnes étaient d'anciennes des victimes pendant la guerre ou si quelqu'un a utilisé le bunker abandonné pour quelque chose d'encore plus sinistre par la suite. Et honnêtement, si l'endroit a caché 5 corps aussi longtemps, qui sait ce qu'il y a encore là-dessous ? Cette révélation a d'abord fait les gros titres grâce à Jesse Waters sur Fox, et depuis, les gens en parlent. Parce qu'au moment où nous pensions tout savoir sur la tanière du loup, elle nous a réservé cette surprise. Numéro 12, le bunker de Benisova. Imaginez un monstre en béton si grand qu'il pourrait passer pour le repère secret d'un méchant dans un film d'espionnage. Le bunker de Benisova, construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944, était destiné à être un refuge presque indestructible pour le stockage et le lancement de bombes volantes Saint-1. Les nazis lui ont même donné un nom de code secret, Wassersaint. Paul, parce que repère maléfique était déjà pris, probablement. Ce n'était pas juste un abri renforcé dans les bois, c'était un projet massif, mesurant d'environ 25 mètres de long, 36 mètres de large et 10 mètres de haut,
et il était rempli de 55 000 mètres cubes de béton armé. C'est à peu près assez de béton pour construire un bunker ou enterrer un parc de dinosaures. Qu'est-ce qui rendait cette structure encore plus dramatique? Les ingénieurs ont concocté une technique sauvage appelée Verbunkerung. Ils ont construit le toit en premier, puis ont creusé l'intérieur en dessous. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à travailler même lorsque les bombes alliées tombaient au coin du ciel comme des grêlons en métal en colère. Le plan était de le transformer en une rampe de lancement surpuissante avec de l'espace pour stocker jusqu'à 150 missiles Va-1, pouvant les tirer en utilisant 2 rampes parallèles. Mais toute cette ambition a rencontré un obstacle majeur, appelé la Royal Air Force. À la mi-1944, les Alliés ont largué des bombes Tallboy, essentiellement des gratte-ciel avec des ailes, frappant directement le toit censé être incassable et transformant la zone environnante en un paysage lunaire de cratères. Au total, le site a été frappé par 27 raids aériens alliés. Après la guerre, le bunker a été abandonné, mais il se dresse toujours aujourd'hui, blessé, usé par le temps et broyant silencieusement sur un terrain privé. Vous pouvez toujours le voir depuis la route, un squelette de béton hanté par une ambition de guerre qui n'a jamais vraiment décollé. Numéro 13. Le bunker U-Boot Elba 2. Vous ne le devineriez jamais maintenant, mais quelque part sous un vieux parking ordinaire à Hambourg se trouve le squelette englouti d'une forteresse navale nazie autrefois puissante. Voici le bunker U-Boot Elba 2, une bête en béton construite en 1940 juste sur les rives de la rivière Elbe. C'était le garage VIP des sous-marins prisés de l'Allemagne, les U-Boats. Pensez-y comme un spa sous-marin hautement sécurisé, sans l'eau aux concombres et avec beaucoup plus d'acier et de torpilles. Niché à l'intérieur des chantiers navals de Haut-Volkswerk, le bunker avait 2 énormes cales, chacune d'environ la longueur d'un terrain de football, 112 mètres de long et 22 mètres de large. C'est assez de place pour garer plusieurs sous-marins côte à côte, les nettoyer, les réapprovisionner et les préparer à aller semer le trouble dans l'Atlantique. Malgré le fait d'être une cible favorite pour les bombardiers alliés, cet endroit était construit comme un tank en béton. Même après des bombardements répétés, il est en resté solide, offrant refuge aux sous-marins de type 21 à la pointe de la technologie, les voitures de sport de leur flotte sous-marine. Mais le 2 mai 1945, le sort du bunker était scellé. Avec l'Allemagne perdant la guerre et les forces alliées se rapprochant, l'équipage restant savait ce qui les attendait. Ils ont piégé les sous-marins avec des explosifs, les transformant en tombes sous-marines pour éviter qu'ils ne soient capturés. Peu après, les forces britanniques ont terminé le travail, faisant s'effondrer le toit par des démolitions contrôlées et scellant les sous-marins sous une montagne de décombres. À la fin des années 1940, quelques âmes courageuses ont tenté de récupérer les sous-marins piégés, mais le site était trop instable. Puis, en 1985, quelqu'un l'a redécouvert. Pendant un bref moment, le monde s'est souvenu de ce qui était enfoui là-dessous. Merci de votre attention. À la prochaine fois.